Comment protéger les enfants victimes d'inceste? C'est notre grand angle. Faut-il suspendre l'autorité parentale dès qu'il y a suspicion d'inceste, dès que l'enfant accuse son père, sa mère de violences sexuelles? Comment protéger les victimes? Je vous rappelle ce chiffre en France, 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles selon la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise, mise en place en 2021. Et ces actes sont commis en grande majorité au sein de la cellule familiale. On en parle avec nos invités. Ernestine René, bonjour, bonsoir. Bonjour. Vous êtes une pionnière dans la lutte contre les violences faites aux femmes notamment. Vous êtes membre de la Ciivise, je viens de parler de ce chiffre. Donc voilà, cette commission indépendante qui existe depuis 2021. Maître Nathalie Tomasini, bonsoir. Bonsoir. Avocate spécialisée en violences conjugales et harcèlement notamment. Et nous sommes en direct donc avec Patrick Jean. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur, auteur de La Loi des pères paru aux éditions du Rocher. Et vous dénoncez entre autres le syndrome d'aliénation parentale, un concept qui est né dans les années 80, ou comment les mères manipuleraient leurs enfants contre leur père. Je parle des mères car ce sont souvent elles qui sont les parents protecteurs. Alors nous allons commencer ce grand angle avec un témoignage anonyme. Un parent protecteur, une mère, une de vos clientes, Nathalie Tomasini. Avant d'être séparée de son compagnon violent, elle explique qu'elle a tout fait pour que sa fille voie son père jusqu'à ces révélations qui la sidèrent. Nous l'appellerons Marion. Elle raconte son calvaire. Alors il y a eu la séparation pratiquement à la naissance de notre fille. On est passé devant un juge aux affaires familiales parce qu'il n'était pas du tout question que ma fille n'ait pas de père. Et moi j'étais en vraie résilience et en travail avec ma psychologue sur le fait qu'un homme violent n'est pas forcément un père violent. Les révélations de ma fille, les premières révélations, elle avait 2 ans et demi, à peu près. Et en fait, ses premiers mots, ça a été papa, pas aller papa, papa bobo ishi. Et elle se mettait les doigts dans la vulve et c'était des pleurs inarrêtables. Mais je n'ai pas porté plainte parce que je pense que j'étais en totale sidération. Et 7 mois plus tard, donc elle avait grandi, elle avait un peu plus la parole. Et en revenant de plusieurs jours chez son père, elle a expliqué l'horreur. Et puis là, c'est toute une machine qui se met en place et qui dure depuis des années. C'est tout de suite des suspicions contre moi, c'est-à-dire qu'on me dit, le juge en l'occurrence me dit méfiez-vous, attention à ce que vous dites, je vais vous retirer la garde de votre enfant. À aucun moment ce que mon enfant révèle va être pris en compte, en tout cas par le juge, c'est tout de suite, c'est vous qui dites ça, mais en gros, à aucun moment, le juge se met dans l'idée que c'est possible. Et d'ailleurs, il finira par dire « oui, mais c'est son père ». On demande aux mères de protéger l'enfant, mais dès lors qu'elle le fait, et parce que c'est aussi viscéral de protéger son enfant contre un agresseur, quel qu'il soit, on la taxe immédiatement de folle. Mais non, elle a subi et j'espère qu'elle va être protégée. Effectivement, c'est un combat qui est injuste parce que les mères devraient être protégées. Moi, je me bats toute seule. On doit aider le parent protecteur. On doit arrêter d'accabler le parent protecteur. Voilà, le parent protecteur, il faut l'aider. Voilà. Voilà un témoignage recueilli par Karine Henry et Guillaume Heuguet. Alors le père nie les faits, mais une procédure est en cours, Maître Tomasini, une procédure qui prend du temps, de l'argent. C'est un parcours du combattant. C'est un parcours de la combattante. Cette mère dont on ressent la souffrance extrême parce qu'elle est incomprise par le système judiciaire. Il faut savoir qu'il y a eu des signalements de professionnels médecins dans ce dossier. Malgré tout,
les plaintes déposées par cette maman ont été classées. Donc aujourd'hui, nous sommes contraints de faire ce qu'on appelle une plainte avec constitution de partie civile après une plainte procureur, rester finalement sans suite. Donc on est obligé de continuer le combat. Aujourd'hui, heureusement, on a réussi à avoir un centre médiatisé pour le père pour qu'il exerce ses droits. Mais ce centre médiatisé, il est temporaire et bien évidemment va revenir à des droits de visite progressivement. Donc c'est-à-dire que le père va être en contact avec l'enfant abusé de nouveau. Ernestine René, vous avez vous avez certainement assisté aux réunions publiques qui ont eu lieu dans toute la France. Est-ce que vous êtes surprise par ce témoignage? Est-ce que ça arrive malheureusement trop souvent? Malheureusement, ça arrive trop souvent. Ce témoignage est très juste, évidemment émouvant, mais très juste. Et malheureusement, ce que raconte cette dame, c'est quelque chose qui est dit dans les réunions publiques très souvent. C'est-à-dire qu'on ne les entend pas, qu'on ne les croit pas? Souvent, on ne croit pas les enfants. Le classement sans suite, donc dans 70% des cas, il y a classement sans suite, faute d'infraction suffisamment caractérisée. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut croire les enfants d'une part, et puis il faut les protéger tout de suite, c'est-à-dire qu'il faut appliquer un principe de précaution, protéger les enfants, parce que comme ça a eu, on ne sait pas si ça a eu lieu ou pas, mais la plupart du temps, on sait que ça a eu lieu, ces violences, simplement on n'a pas pu en faire la preuve. Donc il faut absolument protéger les enfants tout de suite, et bien sûr protéger les mères, ce que dit la dame est très important, protéger les mères, parce que on dit d'un côté protégez votre enfant, et lorsqu'elle protège son enfant, on lui dit ah mais madame, c'est pas sûr qu'elle l'empêche de voir, voilà, elle peut elle empêche de voir son père. Bien sûr. Et puis derrière, on va avoir ce qui va être quand même très grave. On va avoir la dame qui risque d'être condamnée. On a actuellement eu, par exemple, à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une dame qui a été condamnée à 2 ans de prison parce qu'elle voulait protéger son enfant. Une autre qui a été condamnée ça va passer en appel, mais qui a eu donc 1 an en première instance de prison parce qu'elle protégeait son enfant d'un père agresseur sexuel. Donc on est quand même dans quelque chose où on est à l'envers. Oui, il y a l'affaire aussi Priscilla Majani Voilà. qui a défrayé la chronique Voilà. donc, en début d'année. C'est celle dont je parle. Voilà, c'est ça, qui a eu 2 ans de prison et 9 mois. On est à l'envers de la réalité. Et c'est ça qu'il faut se dire. Il faut absolument être dans un principe de précaution, protéger les mères protectrices. Il devrait être interdit de mettre en prison une dame qui essaye de protéger son enfant. Patrick Jean, dans votre livre, vous revenez la loi des pères. Il y a beaucoup de témoignages comme celui-ci. Pourquoi ces femmes ne sont pas prises au sérieux selon vous? Parce qu'elles ne sont pas crédibles. Quand vous entendez un témoignage comme celui-là, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette dame, la petite fille lui dit qu'elle a subi un inceste, et puis elle en parle au juge, et le juge lui fait du chantage, il lui dit mais si vous dites ça, je vais vous retirer la garde de votre enfant. C'est pas crédible. Ça devient crédible quand vous l'avez entendu 100 fois chez 100 femmes différentes, et là vous vous dites qu'il se passe quelque chose. Et puis quand vous voyez les chiffres de la justice, on sait qu'il y a, d'après les chiffres de l'INED, 8% des enfants qui, avant l'âge de 17 ans, plus ou moins fin d'adolescence, ont subi au moins une agression sexuelle, une tentative de viol ou un viol. 8% de chaque tranche d'âge, ça veut dire des centaines de milliers d'enfants. Et que du côté de la justice, vous ne retrouvez pas ces chiffres, puisque dans 70% des cas, on classe les plaintes et qu'il y a très peu d'hommes qui sont condamnés pour cela. Bien, vous vous dites, là, il y a un problème. La question, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre cette réalité qui est mesurée, la violence sexuelle contre les mineurs, notamment dans le cadre familial, surtout dans le cadre familial, et l'absence en justice? Il y a bien une raison qui sépare ces 2 chiffres. Alors, alors, on va revenir sur ces raisons, effectivement, mais est-ce que aussi c'est parce que l'inceste reste un tabou et que c'est indicible? Peut-être même aussi pour les magistrats, les juges qui n'arrivent pas, comme vous l'avez dit, Monsieur Jean, à croire, parce que c'est trop énorme. Non, est-ce que ça rentre en ligne de compte? Oui, alors il y a 2 éléments aussi qu'il faut souligner et mettre en exergue. C'est d'une part, depuis le procès d'Outreau, la parole de l'enfant, elle est totalement décrédibilisée. Par ailleurs, il y a une absence de formation, comme je vous le disais, des professionnels. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recueillir correctement la parole de l'enfant. Et puis, d'une manière beaucoup plus globale, il y a une injonction paradoxale qui est imposée par la société aux mères. On leur demande, et ma cliente l'a très bien évoqué, on leur demande de protéger leur enfant. Mais on leur demande aussi, au nom du principe d'autorité parentale conjointe, de remettre cet enfant
au père. Mais comment font-elles quand ce père, précisément, est un abuseur? Et c'est là où c'est paradoxal. Comment protéger un enfant et en même temps respecter le principe d'autorité parentale? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que la plupart de ces mères se retrouvent hors la loi et sont condamnés. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a évoqué Ernestine René. Bien sûr, principe de précaution, mais vous avez vu que Isabelle Santiago, députée, avec sa proposition de loi qui précisait justement... Qui est en ce moment, effectivement, à l'Assemblée nationale. Absolument. On a refusé ce principe de précaution au nom de la présomption d'innocence. Or, le juge Durand, non. Qui est à la tête de la Civis. Oui, donc, le juge Durand Durand a précisé, on parle toujours du principe de présomption d'innocence qui doit faire obstacle au principe de précaution. Et pourtant, la détention provisoire, elle existe alors même que la personne n'est pas encore condamnée et présumée innocente. Pour autant, on le détient. Donc pourquoi ne pas appliquer le principe de précaution quand justement il y a une dénonciation d'abus de par l'enfant, donc lui donner la parole, croire sa parole et effectivement asseoir ce principe de précaution. Pour autant, ça ne fait pas obstacle au principe de la présomption d'innocence. Puisqu'il s'agit de deux choses différentes, excusez-moi. Il s'agit d'un côté, évidemment, de protéger l'enfant, mais il ne s'agit pas forcément tout de suite de condamner l'agresseur. C'est deux choses différentes. En fait, ce qu'il faut, c'est tout de suite protéger l'enfant dès que les violences sont révélées. Et puis, la condamnation viendra après. Donc, suspendre l'autorité parentale dès qu'il y a les droits de visite. Voilà. On suspend et les droits de visite, les deux. C'est ce que demande la Civis. Voilà. Patrick Jean, on va revenir aussi sur ce syndrome, le syndrome de l'aliénation parentale. Le SAP, c'est un concept qui est né dans les années 80. Et cette théorie, elle s'est exportée en France. Elle a fait beaucoup de mal. Elle fait du mal tous les jours, encore aujourd'hui. En fait, si vous voulez... Je pense qu'il y a deux problèmes qui se posent aujourd'hui. Il y a un problème culturel et un problème économique. Je pense que fondamentalement, c'est là qu'il faut analyser les choses. Le problème culturel, il est que traditionnellement, depuis toujours, le père est le propriétaire des corps des femmes et des enfants. Jusque dans les années 1980, 20e siècle, il n'y a pas de viol conjugal. Un homme ne viole pas sa femme. Il fait usage d'un corps dont il est propriétaire. Jusqu'au XXe siècle, quand un accouchement se passait mal, on demandait au père s'il fallait sacrifier le corps de la femme, enfin la vie de la femme ou la vie de l'enfant. Il était propriétaire de ces corps. Donc retirer la propriété du corps au père, qui en fait usage comme il en veut, c'est culturellement un chambardement, une transformation culturelle, ce dont on parle là, la modification législative, c'est un chambardement culturel très important et dans lequel il y a évidemment beaucoup de résistance. Le père, il est tout puissant, il y a en prison des hommes qui ont tué leurs femmes sous les yeux des enfants et qui conservent l'autorité parentale. Ça ne sera plus possible aujourd'hui. Voilà, c'est remis en question aujourd'hui avec cette nouvelle loi. L'autre raison, elle est économique. J'ai calculé. Si on prend les enfants aujourd'hui, donc 8% des enfants qui sont victimes de tout cela, plus tous les gens dont les dossiers pourraient encore être jugés, donc 18 ans plus 20 ans, parce que la loi a changé il n'y a pas longtemps, enfin pour l'essentiel des gens c'est 20 ans, j'ai calculé, c'est 700 000 dossiers qui pourraient être instruits par la justice. Pensez-vous que la justice française pourrait instruire 700 000 dossiers? Donc elle n'en a pas les moyens pour 5%. Donc pour vous, il y aura un blocage lié à au fait que ça coûterait trop cher. Alors Maître Tomasini, est-ce que vous pensez... Et donc, il y a plusieurs... Monsieur Jean, ah oui, on va juste je suis en partie d'accord, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs, évidemment, explications. Il y a l'explication de la décrédibilisation de la parole de l'enfant. Il y a le fait qu'il y ait un manque d'effectifs au niveau des magistrats et donc de budget, et puis aussi l'absence de formation des magistrats et des intervenants du système police-justice dans son ensemble. On ne recueille pas aujourd'hui la parole des enfants comme il le faudrait, selon des protocoles extrêmement précis, avec des questions extrêmement précises. Donc aujourd'hui, oui, le compte n'y est pas. On n'arrive pas à juguler ce phénomène de l'inceste et des abus sur enfants. Donc il faut, encore une fois, voilà ce que vous dites de la formation et évidemment un financement pour former ces personnes à recueillir la parole de l'enfant. Et puis des effectifs en nombre suffisant. Alors on a repris contact avec Monsieur Jean. Si vous pouvez être un tout petit peu plus concis, parce que le temps file, vous vouliez revenir effectivement sur cette notion d'aliénation parentale.
L'aliénation parentale, donc c'est un concept, pour la faire brève, qui vient d'auteurs pro-pédophiles américains du début des années 80. À l'époque, on sortait des années 70 où on disait oui, ben, les enfants aussi peuvent avoir du sexe avec les adultes, c'est pas un problème. Donc ils inventent cette théorie qui consiste à dire quand un enfant dénonce un inceste, en fait l'enfant ne doit pas être cru. C'est la mère qui lui a mis ça dans la tête pour écarter le père ou pour se venger d'un ex-conjoint, etc. Il y a eu des affaires comme ça. Il y a eu des affaires comme ça. Est-ce que ce n'est pas aussi la crainte de certains pères de voir leurs enfants instrumentalisés? C'est très à la marge. C'est très rare. Très à la marge. Il y a eu des études qui ont été faites qui indiquent qu'on est à 2% de fausses allégations. Et encore, c'était lorsque les pères avaient la garde. Donc on n'est pas du tout dans cette histoire. Voilà, donc Olivier Jean, voilà, merci pour cette précision, mesdames. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, évidemment, les juges aux affaires familiales, par exemple, ils ont souvent un quart d'heure, 20 minutes pour recevoir les familles et prendre une décision, parce que la justice est dans une misère absolue, notamment celle-là. Et donc, évidemment, le syndrome d'aliénation parentale, c'est extrêmement pratique. D'abord, ça a été enseigné pendant très longtemps à l'école de la magistrature, ce n'est plus le cas, mais c'est toujours dans les esprits. Et puis, évidemment, quand vous avez une situation qui est extrêmement complexe, parce que quand on dénonce l'inceste, ça demande des moyens, des enquêtes, etc., et que vous avez très peu de temps, très peu de moyens pour prendre une décision, ben c'est très facile et très pratique de croire que c'est la femme, la mère qui pose problème et qui est donc nocive pour l'enfant, et que le pauvre père est accusé de tous les maux alors qu'il n'a rien fait. On confie l'enfant au père que l'enfant désigne comme son agresseur, et on punit madame, et puis le tour est joué. Ernestine Ronel, effectivement, le temps file. Aujourd'hui, vous espérez être entendu par les politiques pour qu'il y ait cette suspension de l'exercice de l'autorité parentale? On est en train d'être entendu. Là, on ne peut pas dire autre chose. Donc, il va y avoir à la fois suspension lorsqu'il y a une enquête, lorsqu'il y a une mise en cause, et de l'autre côté, retrait de l'autorité parentale lorsque l'un des parents a agressé sexuellement un enfant, et même lorsque l'un des parents a agressé l'autre parent. Et ça, c'est très important parce que ça dit quelque chose à la fois pour les enfants. On n'a pas le droit d'agresser sexuellement, c'est la première chose. Et puis d'autre part, c'est évidemment protecteur. Parce que retourner chez le père agresseur, évidemment, on imagine ce que ça fait à l'enfant. Et on a des histoires d'enfants dramatiques. Ce que disait tout à l'heure Nathalie Tomasini, justement, on a des enfants qui ne veulent pas y aller. Et la mère se demande qui elle va protéger, elle-même, qui risque la prison si elle ne remet pas l'enfant, ou l'enfant. Donc on est dans un truc de fou, on rend les gens fous. Et je pense qu'il faut qu'il y en ait un changement culturel. Et ça, c'est toute la société, c'est absolument tout le monde, tous ceux qui font société dans notre pays. Voilà, qui participent notamment aussi, certainement, les médias. Mais on a vu avec la littérature, la Familia Grande de Camille Kouchner a effectivement été un électrochoc peut-être pour la société française. Est-ce qu'il faut suivre très brièvement d'autres exemples en Europe? Est-ce qu'il y a d'autres pays où c'est mieux accompagné? Alors, je ne citerai pas là pour le coup mon modèle qui est celui de l'Espagne, parce que s'agissant des enfants, en Europe, on est très en retard, d'une manière générale. Je voudrais quand même rappeler une phrase d'Édouard Durand qui précise en transposant l'enfant, en l'assimilant à un petit agneau fragile, que finalement on ne protège pas un agneau sans l'éloigner de la gueule du loup. Le loup étant le père. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir participé à ce grand angle, d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Je vous laisse avec Patrick Simonin.